Bleu Sport, 19h-20h. Le lundi, c'est foot aussi. L'actu, les polémiques, les résultats, les indiscrétions. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Au sommaire ce soir, le match de Lille chez lui face à Strasbourg et le derby du Nord-Pas-de-Calais en Ligue 2 entre Valenciennes et Lens. C'est le menu de la Tribune Nord, une émission co-animée par votre serviteur et Maxime Lichtevoet de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Ils sont autour de la table ce soir pour faire vivre le débat avec nous. Benoît Dequevaux-Villers, Médiacité France Bleu Nord. Bonsoir. Jean-Marc Devray de France 3. Bonsoir à tous. Et François Launay également de 20 minutes. Bonsoir. Et Olivier Brochard, médecin psychiatre impliqué dans la lutte antidopage et aussi auteur. Les présentations sont faites. Quel est le programme de la soirée, Christian ? Alors, le premier sujet, comment doit-on prendre ce partage des points à domicile ? La première fois de la saison, où Lille ne gagne pas chez lui. Le deuxième et troisième sujet, les deux et troisième sujets vont être accaparés par le derby Valenciennes-Lens, avec tout ce qu'il y a à dire. Comment on doit apprécier ce derby, et on va parler de l'avant-match et aussi de l'après-match. Vous nous écoutez peut-être à la radio, mais vous pouvez aussi nous regarder en vidéo sur les pages Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tout au long de l'émission, vous en avez l'habitude, vous pouvez nous laisser vos questions, vos remarques en commentaire ou aussi envoyer des tweets sur Twitter avec le hashtag Tribune Nord. Toutes vos remarques et toutes vos questions seront relayées, elles viendront nourrir les débats. Mais avant cela, place au carton. Tribune Nord, les cartons. Les cartons, vous commencez à en avoir l'habitude. Coup de cœur de la semaine, un carton bleu, et coup de gueule de la semaine, éventuellement carton rouge. Il risque de y en avoir cette semaine. Christian, on commence par votre carton. Ouais, c'est pour ça que j'ai préféré donner un carton bleu. Carton bleu, c'est-à-dire coup de cœur aux supporters lillois dans le match vendredi face à Strasbourg. J'ai trouvé le comportement des supporters lillois super bien. Ils n'ont 0-0 au final. Ils n'ont jamais montré signe d'impatience. Ils ont encouragé leur équipe jusqu'au bout, alors qu'on attendait tous un but de la triplette là, et on n'a rien vu du tout. Mais moi j'ai trouvé leur comportement vraiment bien, nettement mieux en tous les cas que l'année précédente. Voilà. Jean-Marc, votre carton. Non, ce sera un carton bleu à l'occasion du derby du Nord-Pas-de-Calais qui avait eu donc samedi au stade du Hainaut. Je l'attribue à un joueur, Sébastien Roudet, qui à 37 ans montre qu'il est vraiment le patron du VFC. Ça a été l'homme du derby incontestablement. Il a tout fait. Il a notamment également marqué. Puis on appréciera surtout sa joie après son but, où comme un junior, il a fêté ça. Il a relevé son maillot, ce qui lui a valu un carton jaune. C'était très sympathique, mais incontestablement, s'il veut gagner, il le doit en grande partie à ce joueur. Il a épaté tout le monde. Absolument. Très gros match de Roudet. François Launay, votre carton. Un carton rouge, on va en reparler, mais forcément supporters lensois, on peut pas dire qu'ils aient brillé par leurs actions samedi avant et après le derby. Avant, avec ces scènes un peu de chaos du côté du bar de Valenciennes, le penalty qui a été, dont le mobilier a été un peu saccagé. Et puis après le match, avec ces sièges qui ont été jetés sur la pelouse, il y a une cinquantaine de sièges jetés sur la pelouse. Apparemment, c'est plus qui ont été. Oui, c'est beaucoup plus d'après les décomptes qui ont été faits cet après-midi. Plus de 500-600 sièges, donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Et ça ne justifiait pas autant d'action pour un public qui est censé faire partie des meilleurs de France. C'est un gros carton rouge pour ce qui s'est passé ce week-end à Valenciennes. Ouais, des huissiers se sont rendus sur place pour constater les dégâts. Olivier Brochard, votre carton. Alors moi, un carton rouge. Alors pour un individu, on peut l'appeler comme ça, qui avait déjà sévi dans la région, qui avait mis en péril le Racing Club de Lens à l'époque. Je vais l'appeler Loïc Landre. Pour le découpage, j'espère que cette personne ne jouera plus au football. Il va pas nous entendre, en tous les cas, il joue à Nîmes maintenant. Oui, il peut entendre par la voix du net. C'est indéniablement un individu qui doit. Oui, pour un énorme tacle qui a fait un peu le tour. C'est énorme. Et en plus, pour la suite de l'action où il se demande à l'arbitre, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai pas fait grand chose. Rappelez-vous qu'en 2008-2009, je pense il avait fait une bonne saison pour la remontée du Racing Club de Lens. Lens s'était vu interdit de recrutement, donc il faisait partie quand même des 3-4 cadres qui devaient tenir la baraque dans l'année de la Ligue 1, et il s'était pris également 7 matchs comme ça, délaissant comme ça ses coéquipiers dans l'année de la Ligue 1. Qui avait prévalu aussi. S'il vous plaît. Ne perdez pas les bonnes habitudes, je sais qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas venu, mais pas trop long.
Benoît, votre carton. Oui, moi je mets un carton rouge aux dirigeants du Racing Club de Lens dans la façon dont ils envisagent leur relation avec les supporters de leur club. Le thème des supporters va revenir beaucoup ce soir. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a deux écoles en interne au Racing Club de Lens. Il y a une partie du club qui est pour une extrême fermeté avec ses supporters. Il y a une partie du club qui est plutôt favorable à payer les amendes, essayer de pas trop en rajouter, de continuer quand même à entretenir la ferveur. Donc l'été dernier, Joseph Ougourlian a tranché. Il s'est séparé de tous les gens qui étaient plutôt favorables à être ferme avec les supporters. Il a fait d'ailleurs partir du club plusieurs cadres hauts responsables. Je pense à Dominique Réjacorté, à Véronique Adam qui est au marketing, à Patrick Val qui est à la communication. Et il a complètement donné les pouvoirs à des gens qui, eux, pensent qu'il faut copiner avec les supporters. C'est-à-dire qu'au mois de juin, ils sont allés boire l'apéro dans le local des Ultras. Ensuite, on a fait financièrement aider ces sections, et puis on accepte toutes les banderoles, on accepte tout le temps, et vraiment point d'orgue de ce copinage, c'était la présence de Joseph Ougourlian et de Arnaud Pouille, le directeur général, dans la tribune des supporters. On dit, oui, parce qu'il dites pas tout, Benoît, on va revenir tout à l'heure. Oui, juste pour dire qu'à un moment donné, il ne faut pas mélanger les gens. Des supporters, ce sont des supporters, des dirigeants, ce sont des dirigeants. Juste pour revenir tout à l'heure, François, vous parliez des sièges à Valenciennes. Guillaume, sur le Facebook Live de France 3 Région, de France 3 Nord-Pas-de-Calais, me dit 741 sièges, voilà, d'après l'huissier qui est passé cet après-midi. On va terminer avec mon carton très rapidement. Tout à l'heure, vous parliez de Roudet, Jean-Marc. 741 sièges, ça me paraît beaucoup. Ouais, à confirmer. Tout à l'heure, on parlait de Sébastien Roudet. Moi, j'avais envie de donner un autre carton bleu à un joueur valenciennois. Je vais pas le changer pour autant. C'est pour Gaëtan Robaille, qui a encore marqué ce week-end, samedi soir. Il a même failli faire une passe décisive pour Roudet. Ça a failli se transformer en but contre son camp pour les Lensois. Pour moi, depuis le début de saison, il était vraiment le seul à surnager. Et malgré l'énorme passage à vide de son équipe, voilà, il est prêté pour la deuxième saison consécutive en provenance du Paris Saint-Germain. Il avait déjà mis beaucoup de buts la saison passée. Il avait mis 7 buts en 13 matchs. Voilà donc pour mon carton. Tribune, LOSC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Allez, premier sujet, le LOSC. Comment doit-on prendre ce partage des points à domicile ? Je rappelle que c'est la première fois de la saison que Lille ne gagne pas. Alors avant de débattre, tout de suite, les statistiques. Comment est Lille avec 26 points après 13 journées ça situe, si on fait une étude dans le passé, ça les situe où à l'arrivée ? Eh bien à l'arrivée, Christian, j'ai regardé depuis qu'on est depuis la saison 2003-2004 qu'on est revenu à un championnat à 20 équipes, donc avec 38 journées. J'ai regardé un peu combien d'équipes avaient fini à 26 points ou autour de cela pour voir comment ils terminaient en fin de saison. À 26 points pile exactement comme les LOSC actuellement, on a 4 équipes ces 15 dernières saisons qui l'ont fait, et à chaque fois ils ont terminé sur le podium. Lyon l'année passée avait 26 points après 13 journées, ils ont terminé 3e. Lyon encore une fois en 2014-2015 avait terminé 2e. Voilà, et à chaque fois, on a aussi un exemple avec Monaco, on a aussi un exemple avec Marseille. Donc très souvent, les équipes finissent en Ligue des Champions ou au moins en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un bémol quand même pour terminer, c'est qu'il y a déjà des équipes qui, avec plus de points que le LOSC actuellement, se sont totalement écroulées et n'ont pas fini sur le podium. Je pense notamment à l'Olympique de Marseille de Bielsa qui avait 28 points après 13 journées en 2014-2015 et ils ont seulement fini 4e. Donc voilà, attention, ce ne sont que des stats. Il y a la réalité du terrain. C'était mieux avec Bielsa, c'était mieux à Marseille quand même, il s'est écroulé à la fin. À Lille, il s'est écroulé avant de commencer. Allez, donc on revient, c'est ça la question. D'abord, je vais saluer Maître Brochard. Je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer. Je suis content, on est tous contents de votre retour. En plus, vous tombez à pic, vous êtes psychiatre, et on va parler du cas psychiatrique des supporters lensois, certains supporters lensois, la minorité. Alors vous vouliez prendre la parole, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les stats de Maxime, ma fameuse Balthazar, la formule Balthazar. Les préserve donc le LOSC d'un grand trou d'air, oui, tout à fait, et ne les voit pas plus que la 12e place. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, donc c'est déjà pas mal. Quand vous prévisionnez un budget... Rapprochez-vous du micro, monsieur Brochard, voilà. Voilà. Alors donc, vous êtes d'accord avec les stats de Maxime ? Oui, tout à fait. Alors là, c'est des stats sur la hauteur. Moi, c'est des stats de père de famille, mais qui font dire aussi que voilà, le LOSC, qui on envisageait peut-être le pire. Jean-Marc Devred, la première fois que... Alors, est-ce que c'est une contre-performance ? La première fois que Lille ne gagne pas chez lui, Jean-Marc ?
Oui, clairement, c'est une contre-performance. Même si sur le contenu, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont vraiment assisté à une attaque-défense face à Strasbourg. Thierry Lauré avait d'ailleurs très bien monté sa stratégie. Il a bien étudié le jeu. C'était un très, très bon entraîneur. Et incontestablement, il l'a dit en conférence de presse, on était venu ici pour prendre le match nul, on a étudié le jeu, et ça a parfaitement réussi. Alors, au niveau du contenu, il n'y a rien à dire. Le LOSC a fait une bonne partie avec, je ne sais pas si Maxime a les statistiques, je crois au moins 24 tirs cadrés ou non cadrés. 22, moi j'en ai dit 22. Voilà. Bon, et puis donc le Strasbourg a été sauvé notamment par la qualité de son gardien de but, Mats Sels, qui a fait au moins 4 arrêts décisifs. 7 même. Oui, c'est vrai. C'est un Belge. C'est un Belge qu'on ne connaissait pas très bien, mais enfin, visiblement, il marche, comme dit Olivier, sur les pas de Thibaut Courtois. Mais il ne reste pas moins qu'au football, on ne gagne pas des matchs avec des statistiques. Il faut gagner, notamment contre le 7e. C'est donc une déception. Alors, avant de vous passer la parole, François Launay, je rappelle aux auditeurs qui peuvent poser leurs questions sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais, mais aussi naturellement sur notre Facebook à nous, France Bleu Nord. François Launay. Ce qui est un peu inquiétant, même si c'est pas du tout les mêmes matchs, ça fait quand même 3 matchs d'affilée qu'ils ne gagnent plus. Exactement. Alors, Coupe de la Ligue à Strasbourg, immense turnover. Au Parc des Princes, c'est normal, c'est Paris, personne n'a gagné, personne même n'a pris un point cette saison contre le PSG. Et contre Strasbour, oui, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais au final, ils gagnent pas. Donc, léger coup d'arrêt, il n'y a pas besoin de sonner de tirer la sonnette d'alarme, mais plus largement j'ai l'impression que cette équipe est en train de devenir prévisible, c'est-à-dire quand on défend bas contre eux, on sait qu'on leur pose des problèmes, et quand Bamba et Pépé sont pas dans un bon soir, ça peut vite devenir compliqué, parce que j'ai le sentiment que cette équipe, elle a un seul manque cette saison, c'est son avant-centre. Elle n'a pas de véritable avant-centre. Oui, celui qui est en baisse de régime, avant de vous passer la parole, monsieur Brochère, celui qui est quand même en baisse de régime depuis un bout de temps, je trouve, moi, et qui est important dans le jeu, c'est Iconé quand même. Alors Iconé, sur ce match-là, je trouve qu'il n'a pas été si mauvais que ça. Moi, ce que je vous dis, le vrai poste qui pose problème, c'est l'avant-centre, que ce soit Léao, qui est à la base un joueur plutôt de couloir, que ce soit Fonte, qui est plutôt un 9,5, que ce soit Rémi, qui a aussi fait sa carrière souvent sur les côtés, et qui aujourd'hui semble quand même en bout de course. Il n'y a pas de vrai renard des surfaces, un vrai neuf, je sais pas moi, la Falcao, qui peut... C'est un problème de recrutement du coup en fait. Qui peut vous débloquer des situations dans des matchs fermés comme ça. Monsieur Brochard. Oui, alors moi je voulais rebondir, et j'ai pas du tout la même lecture que vous sur le résultat. Moi non plus. Que vous en général, sur le fait que c'est une contre-performance. Moi je trouve que c'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux au LOSC vendredi soir, dans le sens où effectivement on a vu que c'était prévisible, tant mieux, les équipes vont jouer comme l'a fait Strasbourg, avec ce qu'on a appelé pendant 48 heures le bloc bas, et le bloc bas, à partir de là, il va falloir le contourner, mais comme l'a dit Galtier en conférence, Strasbourg n'a pas réussi son truc de bloc bas, parce qu'il y a eu 25 ou 26 tirs contre lui, c'est-à-dire, et s'ils n'ont pas un super gardien, ils en prennent 3 ou 4 dans les mirettes, donc tant mieux, les équipes vont venir à Lille en essayant de jouer le bloc bas et 0-0, et ils n'auront pas toujours un gardien international en face d'eux. Et je suis un peu d'accord avec vous, parce que prévisible, comme raconte François Launay, prévisible, mais on ne pas de corrige. Si naturellement Lille fait un super début de saison, ils ont une grosse équipe, les adversaires se méfient. Ça n'empêche pas. C'est ça. Non, mais c'est vrai pour le PSG. Il faut peut-être d'autres options, et c'est ce que disait Christophe Galtier à la fin du match. Il y a peut-être d'autres options à travailler, être plus efficace dans la surface de réparation, et donc vraiment avoir plus de joueurs de surface. Là-dessus. François, Benoît de Quevauvillers. Oui, moi ce qui m'ennuie toujours quand on parle et qu'on analyse ce genre de rencontre. On est pour ça, si on n'analyse pas. Si on arrête l'émission et puis termine. Je vous dis, moi ce qui m'embête toujours quand on analyse ce genre de prestations et ce genre de match, c'est que si Mats Sels n'avait pas arrêté la frappe de Tcheka, on n'aurait pas du tout la même analyse, alors que ce serait. Mais il l'a arrêté. Alors que ce serait exactement. Oui, mais ce serait exactement le même match. Alors, est-ce que c'est une surperformance? Ça change toute la physionomie, du coup. Je vais terminer. Est-ce que c'est une surperformance de l'équipe et de la défense strasbourgeoise, ou est-ce que c'est une sous-performance de l'équipe lilloise? Moi, je suis pas aussi d'accord avec vous sur les difficultés lilloises. Il y a les occasions, en nombre hyper important. Il y a des arrêts de gardien improbables. Sur la frappe de Tcheka, il doit jamais l'arrêter, le gardien, il a un bol. D'ailleurs, il se relève, il est hyper heureux parce qu'il a un bol incroyable de l'arrêter. Alors, est-ce que ça doit remettre en cause, et est-ce qu'on doit tirer des conclusions sur des manques éventuels de Lille? C'est pas des conclusions qu'on termine juste un petit mot. Ça fait 3 matchs quand même. Juste un petit mot. Non, mais Paris, je le mets. Mais les raisons sont. On est d'accord, les raisons sont différentes. Strasbourg en Coupe de la Ligue, c'était les remplaçants, et Paris, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc parlons de ce match-là et des matchs à venir. Moi, la seule chose qui m'embête véritablement, et là je suis d'accord avec François, c'est qu'effectivement, à la conclusion, où on aurait besoin d'un Loïc Rémy hyper top, ou d'un Léao vraiment en devenir, voire un Rui Fonte un peu plus percutant,
c'est hyper vide à Lille. C'est voilà, donc Pépé et les autres peuvent s'user tant qu'ils veulent sur des défenses passes. Je pense qu'effectivement, ils auront souvent des problèmes avec les blocs bas. Et il y a un manque quand même crucial depuis le début de saison qu'on voit, c'est les tireurs de coups francs. Il n'y en a aucun. Au 20-25 et de corner. Alors, de corner, mais de 20-25 mètres, on n'a personne à la Clément Grenier qui va faire tilt ou voilà, on n'a personne. Mendes, l'ancien qu'on avait, c'était El Ghazi l'année passée, voire Corchia il y a 2-3 ans, mais depuis rien. Question, combien de fois on a dit à l'antenne que Mendes il tire pour José Font, point final. Alors il en a mis un, José Font, lors de la deuxième journée. Mais il en a plus mis un depuis. Ce sont des grandes chandelles que les rugbyman aimeraient bien avoir dans leur jeu. Les internautes, Maxime, les internautes, pour l'instant, on a beaucoup d'internautes, le Valenciennois et Lensois, qui commencent déjà à réagir. Calmez-les, on va arriver. On va y aller. On a déjà commencé à noter des questions. Non, on avait Jérémy, qui était un supporter lillois, qui nous disait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire vendredi soir, qu'il y avait un lion dans les cages strasbourgeoises et qu'effectivement, Sels avait été très bon. Moi, je partage plutôt l'avis d'Olivier sur le fait que dans l'animation lilloise, j'étais totalement non, mais j'ai été rassuré comparé au match précédent. Il y a eu beaucoup d'apports de latéraux, il y a eu des centres en retrait qui ont été très intelligemment utilisés. Effectivement, quand on est une équipe de foot et quand on veut gagner, il faut marquer les buts. Ils ont manqué de réalisme devant, mais je trouve que dans la construction et dans la manière d'amener les actions, c'était beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus collectif et on avait moins de percées individuelles, que ce soit de Pépé, que ce soit de Bamba. Et donc, au global, moi, ce match de Lille, il m'a plutôt rassuré. Et je voulais Maxime, la finalité, voilà. Bon, on va s'y habituer, vous inquiétez pas, Christian. Oui, Maxime, quand même, la finalité du football, c'est quand même de marquer des buts. Il n'est pas normal. Quand on tire 22 fois au but et souvent le secret les cadrer, de ne pas en faire au moins rentrer un. Alors il y a effectivement le problème de l'avant-centre, il n'y a pas vraiment un buteur tueur, totalement. Vraiment un renard des surfaces, mais il y a aussi le fait que maintenant la bip-bip et qu'on commence à être encadré. On a vu que aussi bien Nicolas Pépé que Jonathan Bamba n'ont pas eu la même réussite vendredi soir, parce que tout simplement ils ont été pris au départ. Et seul Jonathan Iconé effectivement un peu Bamba, ils ont encore été appelés en espoir, ça va peut-être pas leur permettre de récupérer physiquement et de se refaire. Ils vont continuer à enchaîner les matchs. Et pour revenir à Pépé, on l'a souligné dans le commentaire avec les Ivoiriens. Avec Benoît, qu'est-ce qui court, qu'est-ce qui dépense. Ce garçon doit apprendre à rationaliser ses efforts. Il était un peu moins bien ce match-là. Et du coup, il y a une espèce de Pépé dépendance logique par rapport au début de saison qu'il fait. Et dit qu'il est un peu moins bien, on n'a pas de solution alternative. Imaginez-vous que les trois avançants lillois, Font, Rémy, Léao, depuis le début de saison, c'est un but. Un but à eux trois. Alors que Pépé et Bamba ont quasiment marqué tous les deux. François Launay, 20 minutes. Maintenant, vous, Benoît de moi, je trouve quand même que le gros problème de Nicolas Pépé, alors il a un talent fou, ce garçon. Il a deux défauts. D'abord, premièrement... Il en a deux gros. Premièrement, il essaye beaucoup de faire la différence tout seul. Alors c'est peut-être ce qu'on lui demande aussi. Oui, mais je pense que de temps en temps, s'il était un peu plus altruiste dans le dernier geste, à servir un peu plus ses partenaires, ce serait pas mal. Quand il a claqué 3 fois sur Bernat contre le Paris Saint-Germain, on l'a plus vu après. Et deuxièmement, il galope partout. Il descend très très bas chercher les ballons. Il est à gauche, il est à droite. Et je trouve... je trouve que de temps en temps, les très grands joueurs, ils utilisent leur potentiel. Regardez, je ne vais pas comparer Pépé et Cristiano Ronaldo, mais Ronaldo, il rationalise tous ses efforts. Il ne fait jamais d'efforts inutiles. Nicolas Pépé, il a un petit côté chien fou. Et je pense que quand il sera dans un très grand club européen, son coach le cadrera sur des rôles bien précis. Il a une marge de progression assez on a parlé de la défense du LOS, mais c'est une énorme prestation pour moi. De la paire, la paire centrale. Depuis le début. Mais Strasbourg arrive avec la 3e attaque du championnat. Monsieur Brochard, excusez-moi. On n'a pas attendu que vous arriviez chez nous. Mais je le dis aujourd'hui, monsieur. Pour constater que la défense de Lille était une bonne défense. Ils ont quand même joué contre la 3e attaque de la division depuis le début. Et ils ont fait la mort avec les attaquants. On les a pas une balle, c'est clair. Mauro Fonté qui ont été extraordinaires. Font revient d'ailleurs et rappelé en équipe nationale du Portugal. Petit tacle gentil, Petit tacle gentil. J'ai dit 3 défauts, vous m'avez pas demandé lequel, le 3e. Vous allez me le dire, je le savais, vous alliez me le dire. Il y a de plus en plus de mal à vouloir parler aux journalistes. Il a parlé, là. Oui, c'est bon, là, il a parlé. Oui. Il a parlé, là. Oui, il a parlé. C'est le premier, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est un certain nombre à l'avoir loupé. Non, c'est pas celui qui fait moins le. Je te sévère, c'est pas celui qui fait moins le taf devant la presse, Nicolas Pépé. Il y en a plein qui ne s'arrêtent jamais.
Et puis il fait pas partie de cela, jamais. Ah mais c'est difficile aussi quand même. Jonathan il connaît, je me souviens pas avoir entendu ça son de va sa voix. un peu mieux maintenant depuis il a clos le Canal Football Club. Depuis qu'il est resté, avant il voulait pas, il parlait pas parce qu'on disait qu'il allait partir au mercato. Depuis qu'il a décidé, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Donc voilà, il est 19h24. Alors très vite, avant de passer à l'autre sujet. Les 3 prochains matchs vont être capitaux pour Lille. Nice, Lille va à Nice, Lille reçoit Lyon et Lille va à Montpellier. Là, on pourra derrière ça faire un vrai bilan. De toute façon, là Maxime tout à l'heure donnait les stats, c'était par rapport aux 3 premières places. 3 premières places, c'est si vraiment on est très gourmand. Quoi qu'il arrive, moi je pense que Lille finira dans le top 5 aujourd'hui. Mais ils doivent viser le top 3. Non, ils doivent viser le top 5. Attendez, on va voir ce qui se passe. Lyon est supérieur au LOSC aujourd'hui, et après éventuellement la 3e place. Voilà, on verra. Et encore, je suis pas si sûr. Mais je pense on verra en effet après. On verra après ces 3 matchs ce que peut vraiment viser le LOSC. Allez messieurs, c'est à suivre dans un petit quart d'heure, moins d'un quart d'heure, la revue du net avec vous Maxime. On va parler de quoi ? Eh bien, on parlera de Raphaël Varane, on parlera également du portier du LOSC Mike Maignan et puis de l'ancien Lillois Rio Mavuba. Tribune sang et or. Alors, deuxième sujet, le deuxième sujet, c'est le derby. Je rappelais que nous avons autour de la table, alors Maxime Lichtvoet, qui co-anime l'émission avec moi, Benoît de Quevouvillers, Médiacité, Olivier Brochard, le psychiatre spécialiste, qui est auteur aussi, mais médecin psychiatre, notamment dans le sport. François Launay, 20 minutes, et puis Jean-Marc Devray. Attendez, vous rigolez pas. Ça fait 20 ans que je vous connais sous un nom, et puis du jour au lendemain, on me fait changer. Donc voilà, Jean-Marc Devray, France 3, Nord-Pas-de-Calais. Je vous rassure, j'ai des collègues qui m'appellent toujours Devray depuis 20 ans. Donc, voilà. Alors, le deuxième sujet, c'est... on va parler du derby. Maxime, des statistiques, c'est l'attaque... D'après vos statistiques, c'est l'attaque valenciennoise qui a fait gagner Valenciennes. Oui, sur le terrain, en tout cas, on parlera après plus tard de ce qui s'est passé en dehors, mais sur le terrain, les Valenciennois ont vraiment été excellents devant, même s'ils ont mis 4 buts. Ce que je voulais rappeler, c'est que Valenciennes, malgré leur très mauvais classement avant le début du match, ils ont été proches de la zone rouge, etc. Valenciennes a toujours eu, pendant ce début de championnat, une des meilleures attaques du championnat. Là, avec les 4 buts qui ont été marqués face à Lens, Valenciennes totalise déjà 21 buts, c'est autant que Lorient. Lorient qui est 2e du championnat, donc c'est pas rien. Ils sont très mal classés, mais ils ont une attaque comme des équipes qui vont sûrement jouer la montée. Ils ont mis 21 buts, je l'ai dit, c'est seulement un de moins que Lens. Donc c'est pour dire à quel point les Valenciennois, offensivement au moins, ont toujours maintenu un niveau très important. Mauricio est le meilleur buteur du club avec 6 buts. Robaille en est à 4. Voilà, c'est des attaquants qui ont su exploiter les difficultés lensoises du moment derrière. Alors dans le deuxième sujet, on va parler on va parler foot de Valenciennes, le vainqueur, et du perdant Lens. Et puis dans le troisième sujet, on va parler naturellement de l'avant et de l'après-match. Et notamment là, ce sera Lens qui va être sur la plus haute marche du podium. Donc moi je suis content parce que concernant Valenciennes, et vous allez être d'accord avec moi. Ça fait sortez le parapluie et retournez votre veste, pas de problème. Ça fait très longtemps que je dis que qu'ils ont des bons joueurs, qu'ils ont une bonne équipe. On a vu qu'ils forment des jeunes. Ce petit jeune que j'ai interviewé là, comment s'appelle-t-il là ? Harib. Attendez, extraordinaire. Titularisé pour la première fois. 19 ans, 19 ans, il était touchant après nous raconter son match. Ce qui est bien, non mais Christian, ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que vous utilisez les événements pour valider vos théories. C'est ça qui est extraordinaire. Non, c'est pas parce que si j'attends après vous, vous allez jamais le faire. On est d'accord. Sauf que si Valenciennes a été effectivement excellent, notamment sur le plan offensif. C'est pas la première fois. N'oubliez pas non plus le match précédent, la fin de match à 3. Oui. N'oubliez pas les matchs pourris qui a eu lieu à domicile au stade du Vélo depuis le début de saison. Remettez les choses dans le contexte. Après, un derby, ça transcende. Ça transcende les joueurs. Sauf que ils l'ont préparé beaucoup mieux que les Lensois. Oui. Et deuxièmement, ils ont fait preuve d'humilité, de courage, d'envie. Ils ont été merveilleux dans l'envie. Et les Lensois, un peu trop suffisants, un peu trop prétentieux, un peu trop hautains avec leurs adversaires. Mais c'est pas pour autant que Valenciennes va être champion du monde. Attendez, je vais vous répondre quand même. Rappelez-vous que pendant le match, je vous ai dit qu'on restait sur cette défaite qui était vraiment catastrophique, un truc de fou. Mais la première mi-temps à 3 où Valenciennes menait 2-0, ils avaient fait une très belle prestation.
Et là, ils ont fait une belle prestation, mais tout le match. C'est ça la différence. Ouais, mais voilà. François Launay. Je pense que Benoît l'a résumé. Pour moi, Valenciennes a joué un vrai derby. Il s'est préparé pour jouer un derby. Lens s'est préparé pour jouer contre le 18e de Ligue 2. Absolument. Et on a senti. Rare, c'est bien qu'on faut le souligner. On a senti la différence. François, pourtant, Philippe Montagnier, qui est pas un perdant de 6 semaines, il nous avait dit qu'il se méfiait beaucoup. Oui, mais il y a les effets de com et dans la tête des joueurs, c'est une équipe qui avait pris 1 point sur les 5 derniers matchs, donc qui était en vraie crise, et en plus les Lensois étaient portés quand même par 6000 supporters, donc ils avaient peut-être aussi le sentiment d'être un peu à la maison et tout c'était sauvé. Est-ce que vous validez ce que dit François Launay dans la tête des joueurs? Alors entre autres. Moi, je voulais revenir surtout sur ce que vous souligniez lors des précédentes émissions. C'était le contexte interne au VAFC qui ne faisait pas que c'était la sérénité et que ça suait sur le terrain. Au but valenciennois, on a vu un Roudet vraiment en transe, et surtout à la fin du match, directement, tous les joueurs valenciennois venir dans les bras de leur président. C'est-à-dire que effectivement, on peut essayer de penser qu'il y a quelque chose qui va pas trop bien en interne au VAFC, mais venant du président, là j'ai vu vraiment un club en osmose les uns dans les autres. Je vous rappelle, messieurs, dames, auditeurs, auditrices, que vous pouvez réagir sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais, sur le Facebook de France Bleu Nord. Est-ce qu'on a des gens qui réagissent, Maxime ? Sur le côté footballistique, alors on a commencé à parler de Lens tout à l'heure. On a dit que les Lensois avaient sûrement mentalement pas très bien abordé ce match. On prend peut-être un peu d'avance, mais ça fait 3 défaites de suite pour les Lensois. Et il y a des supporters sur les réseaux sociaux qui se projettent. Il y a notamment Rémi qui nous disait... que penser du match à venir face à Grenoble? Lens est 4e et va jouer contre le 5e. Mais on se projette déjà beaucoup trop vite. Mais là, il joue Grenoble, il joue Brest et Lorient. Non, mais je voudrais. Après il y a Brest, quoi. Vous parlez Lens. Non, mais là, attendez, je voudrais qu'on finisse le cas de Valenciennes. Bah oui. Donc, Valenciennes, ils ont fait un beau petit bond, 14e. Non, mais c'est le match qui arrive, le résultat qui arrive vraiment au bon moment, juste avant la trêve internationale, juste avant, Olivier parlait du contexte extérieur. Je suis d'accord. Il pourrait y avoir des accélérations en coulisses par rapport au dossier de la vente du club. Donc, il y a de la sérénité qui est ramenée au bon moment, puisqu'on redoutait le pire à Valenciennes, c'est-à-dire l'inverse de ce qui s'est passé. Non, mais reconnaissez que Valenciennes fait toujours réagir quand on croit que c'est plus possible. Ils réagissent toujours positivement, même du temps de Farouk et Christian, en fait, faisons attention quand même, parce que je vous rappelle qu'avant le but de Roudet, le remarquable but de Roudet, tout à l'heure, Jean-Marc le disait, il y a un but de Craig qui est refusé pour hors-jeu. Qui est refusé pour hors-jeu, alors que Lens aurait mené 3-2. Mais bon, il y avait hors-jeu. Alors, je ne l'ai pas vu, je sais pas, j'ai pas revu les images, mais en tout état de cause, là aussi, ce match, même si c'est 4-2, il a basculé sur pas grand-chose. Oui, bien sûr. Le 3e but de Roudet tue les Lensois, parce qu'après, ils se jettent à l'abordage, ils se font contrer, alors que l'inverse aurait pu être vrai. Donc, là aussi, l'écart entre les deux équipes, il n'est pas monstrueux non plus. La vraie victoire, moi je pense qu'elle aussi pour Réginald Ray, ce succès, parce qu'il gagne du crédit qu'il était en train vraiment de perdre énormément auprès des supporters. Ça va lui permettre de gagner du temps, de ramener vraiment un peu d'osmose, parce que les supporters, ce match-là, les supporters, je peux vous dire, ils vont s'en souvenir, et ça va faciliter les choses au moins jusqu'à la trêve. Ils vont s'en souvenir combien de temps? 8 jours jusqu'à la prochaine défaite. C'est important. Dans le contexte actuel, c'était important de battre Lens. Les souvenirs et la mémoire des supporters. Évidemment, mais surtout avec la manière. Avec la manière, avec un match comme ça, c'est important. La vérité d'un jour et jamais celle d'un autre. C'est un match qui va compter au moins jusqu'en décembre. C'est pas non plus toute la saison. Au moins jusqu'en décembre. En tout cas, ce qui est intéressant dans la prestation de Valenciennes, et je reconnais la semaine dernière, je me suis planté parce que j'ai dit sans aucun doute Lens va gagner, c'est que il y a eu, ça a été leur match référence. C'était je pense un match référence. Après, il faudra le confirmer. Mais parce que surtout il y a eu le mélange des deux ingrédients, c'est-à-dire un mélange de jeunesse. On a vu la prestation des deux jeunes, Harib et Gölzer, tout à fait remarquable, avec l'encadrement indispensable de cadre. J'ai parlé de Sébastien Roudet, mais il y a aussi Ahmed Kantari qui a stabilisé la défense centrale, et je crois que c'était vraiment le bonhomme qui manquait. Excusez-moi, alors vous allez encore dire, ouais, pas le cas, tu dis toujours, mais oui, mais ça fait quand même une paire de semaines que je dis qu'il y a de l'expérience dans cette équipe, et ils ont des jeunes en plus talentueux. Alors voilà, l'amalgame. L'avenir dira si vous avez raison ou pas. En tout cas, tout à l'heure, on parlait de jeu stéréotypé pour les Lillois. Une chose est sûre, c'est qu'à Lens, quand vous bloquez Santon et Aïdara, en l'occurrence là c'était Mendy, mais quand vous bloquez les deux latéraux, leur jeu offensif devient beaucoup plus compliqué, et la défense à 5 des Valenciennois était hors pair.
Golzer et Dos Santos de l'autre côté, ils ont été remarquables d'efficacité. On parle d'Harry, Golzer, c'est pas mal non plus. Dos Santos, d'habitude, c'est lui qui joue à gauche. S'il a joué à droite, c'est parce que Kufo est suspendu à cause de son tacle incroyable contre 3. Golzer avait débuté à gauche en début de saison avant d'être passé sur le banc pour permettre à Dos Santos de jouer à gauche et à Kufo de jouer à droite. Mais c'est vrai que dans cette configuration-là, il faut reconnaître que c'était plutôt pas mal. Allez, on passe à Lens. Et là, j'ai une question tout de suite à vous, messieurs, par rapport à la semaine passée. Je me rappelle vous avoir dit 2 défaites consécutives. Est-ce que c'est un coup de mou? Vous m'avez renvoyé dans mes 18 mètres comme un gros balochard. Alors, je repose la question, est-ce que 3 défaites consécutives, c'est un coup de mou? Oui. Bah oui. Ah voilà. Bah évidemment, là, on peut pas dire l'inverse. 2, c'était un peu tôt, là, c'est clair. Surtout vu le contexte, surtout vu la prestation. Et voilà. Monsieur Palka, allons jusqu'au bout. Vous avez posé la question à Philippe Montagnier après le match. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il vous a répondu, tout dépend de ce qu'on appelle un coup de mou. Oui. Et la définition peut être très vague. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense qu'un coup de mou sur le plan physique, je n'y crois pas. En revanche, que le PSE, finalement, les 35 ou 36 futures suppressions d'emplois, j'en ai parlé avec des dirigeants, pas plus tard que ce matin, ils m'ont dit, on pensait que ça ne toucherait pas les joueurs, sauf qu'il y a tellement de vagues à l'âme dans certains bureaux et chez certains salariés, et notamment auprès du service médical, que les joueurs qui jouent pas, qui sont toute la journée avec les kinés par exemple, entendent se faire rabâcher que ils vont perdre leur boulot, etc., etc. Je suis d'accord avec vous, Maxime, mais je pense quand même que ça joue sur l'atmosphère générale du club. Et juste la dernière petite chose, les Lensois, ils se sont vus beaucoup trop beaux, beaucoup trop tôt dans la saison. On a beaucoup de réactions. Je pense qu'il y a 3 journées de ça. Moi aussi. Il y a 3 journées de ça, ils s'imaginaient en Ligue 1. D'ailleurs, les supporters aussi, tout le monde était déjà en train de faire la grande fête de la montée. Et ça va être beaucoup plus compliqué qu'on le pensait. Oui, allez, Olivier Brochard, après Maxime Lictovoet. Sur les statistiques, sur les matchs à venir, c'est vrai, les 3 ou 4 équipes à venir qui vont jouer contre Lens, qui font partie du top 10. Moi, je me suis penché un petit peu sur les statistiques. Les premiers, sans Balthazar, là, c'est les premiers et les deuxièmes qui sont montés depuis 25 ans. Il y a déjà eu des coups de mou avec 3 défaites de suite, notamment Lens en 2008, mais enfin, celle-là, elle était peut-être pas caractéristique. C'était les 3 dernières journées de championnat où ils avaient perdu, je sais pas si vous vous souvenez. Et il y a eu Dijon, il y a 3 ou 4 ans, qui avait aussi perdu 3 fois, qui avait fait 3 nuls après, donc qui avait pris 3 points sur 18 et qui est quand même fini 2e de la division. Donc un peu de baume au cœur pour les Lensois. Voilà, il y a une possibilité de finir dans les 2 premiers. Moi, ce que j'ai toujours peur dans ce cas-là, c'est que je me dis, quand la graine est rentrée dans le fruit, il faut vite soigner le fruit, ou alors couper la tête. C'est ça, j'ai peur que ça s'envenime. Maxime, vous avez des statistiques? Est-ce qu'il y a des internautes? Les internautes, mais ça rejoint ce que disait Benoît tout à l'heure. Il y a Théo, il y a Gwenaël qui nous ont dit, est-ce que Lens ne s'est pas vu trop beau? Est-ce que Lens ne s'est pas vu promu en Ligue 1 trop rapidement? Ça rejoint ce qu'on disait. Et effectivement, ça se chambre pas mal avec les supporters valenciennois. Ça reste plutôt cordial pour dire que les Lensois ne sont pas vraiment venus pour vraiment gagner ce match en le méritant par eux-mêmes. Oui. Et puis, qu'a dit Montagnier après le match? C'est très simple. Il a dit, avant j'avais des loups, maintenant j'ai des agneaux. Depuis 3 matchs, j'ai des agneaux. Voilà, ils mettent pas l'intensité d'un prétendant à la montée. Il a dit, on jouait le podium, eux, ils jouaient le maintien. Et on n'a pas vu la différence. On n'a pas vu la différence. La différence était même à l'avantage de. Il y a eu quelques bonnes choses. L'égalisation lensoise à 1-1 est magnifique. L'action est superbe. On sent qu'il y a du jeu. C'est joué en une touche. Et il y a des décalages. Il y a eu quand même des bonnes choses pendant le match de la part de Lens. Et jusqu'à la 75e, en effet, jusqu'à la 70e, jusqu'au but hors jeu refusé pour rien de Kiei. Ça peut basculer vraiment d'un côté comme de l'autre. C'est la fin de match où ils ont lâché. Le but de Roudet leur casse complètement les jambes. Allez, vous êtes sur France Bleu Nord et sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Oui, alors Christian, dans un quart d'heure, on aura le Palcapif. Sur quel match va-t-on pronostiquer cette semaine? Alors écoutez bien, messieurs, je vous ai donné des feuilles, vous avez vu. Voilà, alors il y a une organisation. Il y a 15 équipes. C'est pas à l'envers. 15 équipes sont au 7e tour. Je vous les nommerai tout à l'heure. Je vous demande combien d'équipes nous aurons au 8e tour, en sachant que le maximum, on est sûr d'avoir 4 qualifiés, et que le maximum, c'est 11 qualifiés. Voilà. Tribune Nord, le tour du net.
Allez, on revient à 19h39. On revient sur... Ah oui, c'est le tour du net là maintenant. Ah bah oui, voilà. Il faut pas que je vous oublie, Maxime. Pas de problème. Alors, le tour du net, vous nous aviez dit, on parle de Raphaël Varane, pour commencer, qui est l'un des candidats au Ballon d'Or cette saison 2018. Il a souvent été comparé à Laurent Blanc pour leur style de jeu assez similaire. Et on a notamment l'ancien champion du monde qui a rendu un hommage très appuyé à Varane aujourd'hui, notamment via France Football. Je vous lis sa citation. Il a dit « Si je suis juré pour voter pour le Ballon d'Or 2018, je vote Varane. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Monde. Il est plus fort que moi et beaucoup plus en avance. Il a la chance et le talent d'évoluer dans un des plus grands clubs du monde. À 25 ans, il a déjà 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, on l'a dit, et plus de 50 sélections. C'est du jamais vu pour un défenseur français. Et il termine en disant que Laurent Blanc dit que c'est un honneur pour lui d'être comparé à Raphaël Varane. Alors, fin de citation, pas sûr que ça suffit de donner le Ballon d'Or à Raphaël Varane. En tout cas, je pense que c'est le genre de geste et de reconnaissance qu'il appréciera. Un autre élément que je voulais développer avec vous, et je vais vous demander une petite réaction dans cette revue du net. On a sur Twitter un tweetos, Pierre B, qui est assez actif sur le foot. Il a 26 000 abonnés, qui, à propos de la liste de Didier Deschamps pour l'équipe de France, nous a donné ce tweet cette semaine. Il a dit « Mandanda n'est plus l'avenir de l'équipe de France. Il est dans le dur actuellement avec l'OM. Eh bien, moi, comme troisième gardien, j'aurais bien vu Maignan. Mais dans la logique de Deschamps, on privilégie le groupe et on prend toujours les 3 mêmes gardiens, Réola, Mandanda et Lloris, qui est titulaire et inamovible. Alors messieurs, très rapidement, je vous demande je serais curieux d'avoir l'avis de... Est-ce que Mike Maignan peut, avec ses prestations, mériter une place de 3e gardien? Mandanda, c'est vrai que c'est pas l'avenir. Moi, je vais vous répondre. Ça fait 22 ans que je suis journaliste. J'ai jamais fait une réponse comme ça, mais je vais vous la faire. Allez-y. Il y a des gens qui sont allergiques au gluten. Moi, je suis allergique à Mike Maignan, donc je ne vous répondrai pas. Voilà. D'accord. En tout cas, je ne le vois pas du tout en équipe de France. Olivier, peut-être un peu plus optimiste. Alors moi ça fait 22 ans que je connais Benoît de Covillet. 22 ans qui se plante, voilà. Le dernier en date, c'est Sidibé, qu'il avait, mais alors, je n'ai pas souvenir de Sidibé. À la Loïc Landre, il lui avait mis un tacle phénoménal. La première saison, il y a 5 gardiens en Ligue 1 qui sont plus forts que lui. Il y a 5 gardiens en Ligue 1 qui sont plus forts que lui. Pas aussi jeune, Benoît. Mais bien sûr que Maignan a un avenir international. Parce que la jeunesse est le critère de sélection en équipe de France. On construit une équipe pour l'avenir. Maignan a un l'avenir, c'est Areola. Maignan a un avenir international. Maignan a une qualité qui peut lui permettre d'intégrer un groupe pour une compétition, c'est celle de savoir être bon sur les séances de tir au but. Messieurs, voilà. Ça peut être une utile dans un groupe. Sera le gardien de l'équipe de France jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, au minimum le championnat d'Europe, mais certainement la prochaine Coupe du Monde, et après ce sera Areola pendant 5 ou 6 ans. On verra. Donc, le débat est clos. Dernier élément que je voulais développer dans cette revue du net, c'est notamment des nouvelles de Rio Mavuba. C'est un livre qui va sortir le 15 novembre, donc jeudi, capitaine de ma vie, l'ex-milieu défensif de Bordeaux, mais surtout capitaine du LOSC lors du dernier doublé Coupe Championnat. Il est revenu sur son parcours d'enfant apatride devenu français. Donc voilà, très rapidement pour revenir sur quelques phrases qu'il a donné des réponses, notamment dans une interview au Parisien. Il a dit qu'il rappelle que pour son premier match contre la Bosnie, et ça je le savais pas, je l'ai appris dans cette interview, il n'avait pas encore de papier français. Il avait même une carte de réfugié politique pour jouer ce premier match. Il a dit j'ai été un bleu sans papier. Et il y a de l'importance pour lui de parler de tout ça puisqu'il dit que son histoire prouve que des migrants peuvent s'assimiler. Il a dit qu'on a perdu en France notre esprit d'hospitalité, que la France normalement est un pays d'aide. Voilà, en substance ce qu'il développe. Et dans ce livre, il parle aussi sans gêne de ses passages assez nombreux quand il était plus jeune au Resto du Cœur. Il parle du racisme qu'il a vécu au Sparta Prague lors de sa dernière pige en tant que footballeur professionnel, ou encore de ses relations assez tendues avec Frédéric Antonetti, son entraîneur au LOSC. Tribune VAFC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Alors, Tribune, c'est le 3e sujet, Tribune VAFC derby, quoi. Mais naturellement, là, le 3e sujet, on va plus parler de Lens, parce qu'on va parler des supporters. Alors, à ce sujet, vous avez aussi des statistiques, Maxime, sur les supporters, notamment les supporters de Lens. Oui, un petit historique qui fait pas vraiment plaisir à faire, mais bon, il faut bien le faire vu la situation. Un petit historique des débordements des supporters lensois. Donc, il y avait eu déjà des supporters qui s'étaient rendus à Metz lors d'un match où ils avaient été interdits de déplacement. À Auxerre, pour la 10e journée en octobre, à cause de ce match, ils étaient ensuite sous le coup d'un sursis. Il y a eu des incidents à Auxerre puisqu'il y a eu des altercations entre supporters en dehors du stade. Il y a des fauteuils qui là aussi avaient été dégondés, jetés dans la fosse, et un stadier qui avait été blessé.
On revient un peu plus en arrière, la saison précédente, en août 2017, il y avait eu un envahissement de terrain à Bollaert suite à une défaite 4-2 face à Brest. On revient encore plus en amont. En novembre 2014, il y avait eu un match qui s'était joué à la Licorne entre Lens et Metz qui avait dû être interrompu en première mi-temps avec des jets de pétards, des jets de fumigène sur le terrain. Et puis enfin un autre jet de fumigène et de pétards. C'était Lens-Bordeaux en mai 2011 à l'aube de la nouvelle relégation. Donc voilà des incidents qui ne fait pas plaisir mais qu'on est obligé de rappeler. Et vous avez oublié, j'y étais moi, le Havre. Le Havre, oui, je l'ai pas oublié, je voulais laisser exprès. Le Havre, et j'en déduis que les supporters lensois sont passés. On dit que c'est le meilleur public de France. Je sais pas. Je doute. On le dit plus depuis quelques années quand même. En revanche, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs arracheurs de sièges. Il y a Gervais Martel qui l'avait annoncé. Oui, à tel point que d'ailleurs sur. C'est les meilleurs. Non, mais parce que M. Brochard, il parlait avec Benoît, il m'écoutait pas. C'est les meilleurs arracheurs de sièges, vos amis lensois. Oui, d'ailleurs, pour vous raconter, moi, j'étais sur le terrain à la fin du match, effectivement, quand on a vu les incidents. Alors, il y a eu. Est-ce qu'il y en avait 700 ? Est-ce qu'il y en avait 700 Non, il y avait 200, 300 maximum. Non, attendez. On parle des sièges qui ont atterri au sol. Oui. Mais en tribune, il y a beaucoup de sièges, selon un huissier, selon un passage, qui ont été démontés, cassés, endommagés, mais qu'il faut remplacer. Et donc, c'est pour ça qu'on arrivera à ce chiffre. Moi, on m'a plutôt dit entre 400 et 500. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Juste pour terminer mon histoire. Oui, alors justement, il y a eu un seul blessé dans ces incidents, ce qui est finalement pas mal. Alors, ironie du sort, c'est un des supporters lensois qui était dans la tribune, qui participait, je dirais, à cette rixe, qui en fait a pris un des sièges sur la tête. Le cuir chevelu a éclaté, et donc j'ai vu après le match, il était enturbané, mais il était lui-même victime de ses congénères. Benoît Duquevauvillers. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, ça fait trop d'années que ça dure. Depuis que le club est descendu en 2007-2008, il y a ce club, d'abord financièrement, ne s'en est jamais véritablement remis, donc c'est très compliqué d'année en année, sportivement, financièrement. Il y a eu les épisodes Mamadov, il y a eu le Crédit Agricole, il y a eu Joseph Ougourlian. On sait déjà aujourd'hui que Joseph Ougourlian ne restera pas éternellement, donc je me mets à la place des supporters. Quand on aime le foot et quand on aime son club, on est en souffrance. Sauf qu'il y a deux solutions. Ou vous souffrez, j'ai envie de dire, en silence, aussi dur soit-il, ou alors, vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, et là, vous êtes aux portes des débordements, et on assiste à de plus en plus de débordements. Et je trouve que la nouvelle direction du club n'approche pas le sujet. Elle nous avait dit qu'elle maîtrisait la situation. Ils sont allés. Oui, vous maîtrisez quand vous gagnez. Et quand Lens a fait un très bon début de saison, tout se passait bien, c'était la fête à neuneux dans les tribunes, et voilà, tout le monde était heureux. Sauf qu'aujourd'hui, c'est compliqué. À noter quand même évidemment que tous les supporters n'ont pas pris part à des débordements, et comme le rappelait très bien Jean-Marc, les supporters lensois, certains ont eu à subir eux-mêmes les débordements d'autres supporters lensois, et ça me fait prendre cette réaction. Il y a Bernard qui disait que voilà, lui, les supporters lensois, il expliquait tout à l'heure sur le Facebook Live de France 3 Nord-Pas-de-Calais et de France Bleu Nord qu'il était supporter lensois, mais extrêmement triste de voir tout ça. C'est toujours les mêmes, c'est une minorité. Non mais attendez, je vous rappelle quand même qu'avant le derby, c'était les supporters valenciennois dont on craignait qu'ils fassent des actions contre la direction du club. Aujourd'hui, tout va bien à Lille, mais je vous rappelle quand même que l'année dernière, les supporters lillois, ils en voulaient à Gérard Lopez et à Bielsa et aux joueurs, ils étaient prêts à tout casser. Donc le problème plus général, c'est qu'aujourd'hui, il y a des supporters qui ne sont incapables de vivre une situation difficile de leur équipe sur le terrain. Moi, je me mets à la place des dirigeants de Valenciennes qui ont octroyé, ils n'étaient pas obligés, autant de place à Lens. D'ailleurs, ça avait mis les supporters valenciennois en colère. Et en récompense, les mecs, ils ont cassé tous les sièges. Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là ? Après, on donnera la parole à Maître Brochard, le psychiatre, qui va nous analyser. Il faut savoir que cette décision est toujours critiquée par rapport notamment au dispositif de sécurité qui a été mis en place. On devait être capable de gérer 5 à 6 000 Lensois. Là, on a parlé de l'après-match, mais il y a quand même eu un avant-match assez chaud devant les cafés du stade, notamment le pénalty, qui est le café emblématique des supporters de Valenciennes. Moi, le patron du bar, ils ont quand même dû fermer les gens à l'intérieur. Il y avait des enfants qui ont eu évidemment peur, même s'il n'y a pas eu de blessés graves. Ils ont eu peur devant des scènes de guérilla urbaine qui certes ont été rapides, ça a duré 1 minute, mais mettez des gamins qui sont là, parce que c'est un match à samedi après-midi, qui voient ça, avec des gamins qui hurlaient dans le café, des gens qui ils se demandaient ce qui se passait. La question, c'est, on fait un dispositif de sécurité ultra impressionnant.
où étaient les forces de l'ordre à ce moment-là. En fait, elles étaient parties encadrer des supporters lensois au niveau de la place du Canada, qui est située à 300-400 mètres du bar où ça s'est passé. Où il y a eu des incidents aussi. Où il y a eu aussi des incidents place du Canada. Il y a eu aussi des provocations entre supporters des deux clubs. On se dit, vous faites un dispositif, vous faites des points d'entrée partout, et au final, il y a quand même des incidents avec un bar qui a failli être saccagé. Le groupe de supporters, la page de groupe de supporters Ningesphère sur Facebook d'ailleurs pose cette question sur le Facebook Live. Est-ce que donc, ça rejoint peut-être ce que vous disiez, le dispositif policier n'a pas été trop léger, mal organisé ? Ça a été en tout cas mal organisé puisqu'il y a eu des incidents. Il y avait quand même 3 copains de CRS. Alors c'était quand même pas mal. C'est mal. Je pense qu'il était mal organisé. Il y avait du monde, mais c'était mal organisé parce que sinon il n'y aurait pas eu d'incident. Messieurs, l'avis du psychiatre. Comment comment vous jugez Il n'y a pas de psychiatrie à voir là-dedans. Il y a de la psychologie. Il y a de la psychologie de foule et exactement. On ne sait pas. Nous ici, on est 6 à l'intérieur d'une salle. Si d'un seul coup il y a un incendie, on ne sait pas comment on va réagir chacun. Là, il y a une psychologie de foule à essayer de comprendre, à essayer d'envisager. Il y a eu combien des 791 741 sièges endommagés. Alors, mais après on voit une vidéo d'avant-match où c'est le chaos, comme tu l'as dit. Avec là, c'est des bancs qu'on bat là. Alors le psychiatre Lacagna vous dirait que ces gens-là manquent d'assises. On jette des bancs, on jette des sièges. Voilà. on pourrait dire ça. Bon, en revenant plus terre à terre, effectivement, c'est une ultime minime frange de personnes qui se remplissent par des émotions, des gens vides, on en connaît qui parlent, qui se remplissent d'abord par l'alcool, par de la drogue, et qui viennent comme ça au match, après se la faire parce que leur vie est vide, ça on le connaît. Après, même dans les ultras de Lens, on en connaît, ils sont hyper subtils dans les réponses sur le net, dans les affiches qu'ils peuvent mettre, à part, c'est pas eux qui l'ont mis là, c'est cette envahissons la ville et détruisons-la, mais il y a des... si on veut parler des Red Tigers, il y a des gens hyper subtils là-dedans qui sont capables de cortiquer, de penser et de ne pas arriver à des... faut pas non plus tous les mettre dans le même sac. Mais je les mets pas. Mais je les mets pas dans le même sac. Il y a une minorité et la majorité subit. Attention quand même, parce que effectivement, on parle de 700 sièges. Moi, j'en ai vu plus, 300-400. Après, si les dirigeants valenciennois sont malins, ils feront réparer des sièges qui étaient déjà cassés d'avant. Bon, bref. Mais là, quand même, c'était un phénomène global de tribune. Je dis pas que les 6000 personnes, mais quand il y a cette altercation entre Dabo et Mesloub, toute la tribune est surexcitée parce que... Vous croyez que c'est ça qui déclenche? Alors, effectivement, dans les phénomènes de foule, il faut ce qu'on appelle un élément de suggestion, et ça, c'en est un, bien sûr, bien entendu. Là où Benoît a raison, c'est que les sièges ne sont pas balancés par le parquage lensois, protégés d'ailleurs par le filet. D'ailleurs, vous connaissez ma position sur les ultras, je ne vais pas défendre les ultras, et quand on regarde la tribune, après que tout le monde soit parti, la partie où étaient le KSO, les Red Tigers, etc., c'est peut-être là où il y avait le moins de sièges arrachés. C'était protégé par un filet. Oui, mais il n'y avait pas non plus, les sièges n'étaient pas arrachés. C'était carrément dans l'autre partie de tribune. Donc la provocation doit prendre 10 matchs. La provocation de Dabo. Dabo va pas prendre 10 matchs parce que Dabo estime qu'il a été insulté de façon véhémente par les supporters lensois. Il va peut-être y avoir une enquête par rapport à ça. Mesloub doit prendre aussi autant que Dabo. Mais Dabo prendra pas 10 matchs. Les professionnels ont un exemple. Il faut prendre des pincettes avec. On va terminer parce qu'on a d'autres sujets. Mais François, vous qui êtes souvent à Valenciennes, comment les dirigeants... Le club est en train de préparer sa défense. Ils ont écouté Dabo par rapport à ce qui s'est passé suite à cette provocation. Le club se dit, c'est bizarre qu'il ait pété un câble comme ça. Il doit y avoir un élément déclencheur, on en parlait, parce que c'est quelqu'un d'habitude de très discret, qui parle pas beaucoup, qui a une personnalité, voilà. Et c'est bizarre qu'il ait explosé comme ça. C'est qu'il a dû... En tout cas, lui, il a dit qu'il s'était fait insulter. Maintenant, on verra s'ils vont jusqu'au bout de déposer une plainte. Zidane met un coup de boule à Materazzi en finale de la Coupe du Monde, c'est pareil. Alors que Zidane était connu pour être quelqu'un de plutôt réservé sur le terrain. Il a pris 15 cartons dans sa carrière. D'accord, mais à un moment donné, quand vous êtes footballeur professionnel, vous devez... Ça n'excuse pas sa réaction, évidemment. Sur les balances de bancs, on voit pas beaucoup non plus. De personnes qui sont avec leur écharpe sang et or. On sent que ils peuvent avoir été rejoints par des guérillos urbains. Le patron du bar que j'ai interrogé sur cette histoire, il m'a dit
on aurait dit une stratégie de guerre. Ils arrivent, ils balancent des fumigènes pour éviter que ce soit filmé, qu'on puisse En fait, ils balancent des fumigènes pour pouvoir faire ça sans être vraiment repérés. Et apparemment, d'autres m'ont dit aussi qu'ils répondaient à des provocations d'ultra du VAFC qui s'étaient réfugiés près de ce bar-là. Donc, qui dit va dans cette histoire? S'il y a des plaintes qui ont été déposées, on verra ce que dit l'enquête. Il faut maintenant que les plaintes aillent au bout, Christian. Ah ouais. Affaire à suivre, c'est pas fini. Le Palcapif. On va passer au Palcapif, au pronostic de la semaine. Mais juste avant ça, juste pour vous rappeler un peu le classement qu'on tient, le classement des chroniqueurs pour qui sont les meilleurs pronostiqueurs, etc. sur les derniers matchs. Alors je tiens juste à rappeler que sur les matchs du week-end dernier, seul François Launay avait vu la victoire du VA. Merci. Par contre, attention, pas avec le bon score. Vous aviez dit 2-0. Hein, voilà. Et ils ont mis au moins 2 buts. Il y a 2 buts d'écart. C'est ça, vous avez déjà le bon nombre de buts d'écart. Et puis Tony Giaquinto qui n'est pas là et était le seul à avoir vu un match. Il sera là la semaine prochaine. Eh ben, on le félicitera. En tout cas, c'était le seul à avoir vu un match nul entre Lille et Valenciennes. Il n'avait pas le bon score non plus. Puisqu'il avait dit, j'ai dit Valenciennes. Autant pour moi, Lille et Strasbourg, il avait dit 1 partout. Allez, donc le Palcapif. Alors je vous ai expliqué, je vous ai fait une liste. Vous avez vu que je me suis décarcassé. Je vous ai fait pour une fois, voilà. Travail, hein. Donc on est sûr d'avoir 4 qualifiés. Le maximum qu'on peut avoir, c'est 11 clubs. Je vais vite dire les matchs du 7e tour de la Coupe de France. Nogent-sur-Oise, Lens, VAFC, Dunkerque, Marc-en-Barœul, Boulogne, Croix, le PFC Paris Football Club, Ouascal Saint-Quentin, Prix-les-Mézières, Saint-Amand-les-Eaux, Avion Épernay, Vimy Créteil, Marc-en-Calaisis Saint-Omer, Écho d'Œuvre La Chapelle Saint-Luc, Cheminot d'Asbrook, Gravelines. Combien on aura d'équipes parmi celles qui sont là Nordistes, au 8e tour, des équipes nordistes, hein, oui. Nord, Pas-de-Calais. Les Hauts-de-Seine, les Hauts-de-France, dans l'Oise et tout, ils comptent pas pour nous. Hein. Non, Pas-de-Calais. Benoît. Bah écoutez, comme il y a des oppositions entre nordistes, c'est quand même pas trop compliqué. Moi, je dirais 9. Si vous voulez juste préciser que je ne vois pas Croix battre le Paris Football Club. Ah, moi si. Et je ne vois pas Vimy battre Créteil. Mais je pense par contre, par exemple, qu'Avion, club historique de la Coupe de France, fera quelque chose contre Épernay. Voilà, 9. 9. Olivier Brochard. Moi, je dis 6. 6. François Launay. 8, je vois bien Lens, je vois ils vont s'imposer, mais pareil, je vois la surprise, je vois Avion battre Épernay. Et puis dans les duels nordo-nordistes, je vois bien Marc-en-Barœul battre Boulogne-sur-Mer. Eh ben moi aussi, tiens. Ok, on va noter tout ça. Alors, Jean-Marc Devray. Moi, j'en vois 8 parce qu'il y a effectivement des clubs qui sont spécialistes de la Coupe de France, qui font bon an des bons parcours. Donc, je dois citer Avion, mais je citerai aussi Saint-Amand-les-Eaux, qui a souvent fait des exploits ces derniers temps. Donc, 8, ça m'a l'air une moyenne raisonnable. 8 et 9, c'est beaucoup. 17. Il y en a 11 possibles. Donc 8, 9, c'est presque un. Il y a 4 matchs qui opposent des nordistes et des nordistes. Voilà. Alors moi, je vais être entre les deux. Je vais dire 4, c'est sûr. Donc je peux pas me tromper. Plus 2. Donc moi, je dis 6. Le plus pessimiste entre guillemets. Donc c'est vrai. Ça vous semble pas, Christian? Non, c'est vrai parce que d'habitude il voit tout. Donc pour moi ce sera 8. Ce sera 8, dont une victoire d'ailleurs de. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que Croix va battre le PFC pour moi. Voilà, comme ça c'est noté, c'est dans la boîte. Cette émission est terminée. Merci. 100% foot, Maxime. Tribune Nord. Christian Palca, Maxime Lichtevoet. Merci Maxime Lichtevoet, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Merci Benoît de Courvillet. Merci. Médiacité. Merci Maître Brochard. Merci, messieurs. Médecin, psychiatre et auteur. Merci François Launay, 20 minutes. Christian. Merci Jean-Marc Devray. Ce fut un plaisir. Puis merci de bien prononcer mon nom. Non.